Et là, j'ai compris comment fonctionnait la vie, parce que j'ai eu un accident de moto. Journée assez simple, je vais chercher mon téléphone de réparation. C'est une grande ligne droite. Et cette ligne droite, vraiment, je pense que je ne l'ai jamais pris, on va dire, en dessous de 250 km/h, donc 140. Je vois ce petit flash au bout de la ligne droite. Je double un poids lourd, je coupe les gaz de la moto, et à 110 km/h, je relève les yeux. Et là, j'ai vu une calandre devant moi. Moi, j'arrive à 110, elle a le doublé une voiture à 90, donc elle arrive à 110 aussi. Plus de 200 km/h de différentiel. Ouais. Et parce que t'as checké les compteurs, en gros, en disant il y a un radar là-bas, combien je me suis fait choper. C'est ça, voilà. Et quand tu lèves les yeux, tu vois la mort. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Foncière Orion, une société qu'on a cofondée avec mon associé Antoine, qui a pour but de vous permettre d'investir dans l'immobilier locatif à nos côtés en vous associant avec nous sans avoir de temps à y consacrer. Si vous nous découvrez sur cette vidéo, on a fait une autre vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran qui vous détaille la proposition de valeur de la société Foncière Orion et vraiment le pourquoi du comment ça fonctionne dans la mécanique interne. On a créé cette chaîne pour vous partager notre quotidien d'entrepreneurs, d'investisseurs, et tout ça de manière sans filtre et parfois en invitant des personnes qui sont inspirantes et qui ont un parcours original, et c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, Kevin. Toi, Kevin, t'as commencé, t'étais maçon, c'est ça? Globalement, quand t'as commencé dans la vie active, en gros, t'as fait un CAP et Exactement, c'est ça? un CAP et un BP. Ouais. Donc un CAP et un BP en maçonnerie. Après la maçonnerie, j'étais pris classiquement en CDI, chef de chantier dans la maçonnerie. Ok. Ensuite, vers mes 20 ans, parcours, je suis parti en Suisse faire du génie civil. Donc la maçonnerie, mais plus qui va être sur l'ouvrage de la route, les ponts, les choses comme ça. Parcours de vie, j'ai eu un accident de moto. Et après l'accident de moto, j'ai créé une société, une conciergerie, fait de l'immobilier. Ok. Et puis voilà. Ok. Donc toi, t'es pas forcément fait pour faire des études, on va dire plutôt... Enfin, toi, tu te vois directement faire des études plutôt très manuelles, c'est ça? Ouais, Parce que tout du à coup, tu pars sur de la maçonnerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents, ils disent toujours, essaye de faire des études, il faut que t'aies le master, etc. Toi, du coup, tu pars... La maçonnerie, c'est simple, hein. Franchement, c'est parce que j'étais en 4e. Et quand j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je fais de ma 3e, le lycée, j'ai un prof super gentil, un bon prof de physique-chimie, qui m'a dit, Kevin, ne cherche pas à réfléchir trop aux études, personne ne voudra de toi, tu finiras sous un... Mais vraiment, il m'a dit la phrase, vraiment, il m'a dit, tu finiras sous un pont, tu feras rien d'autre que ça. Et je lui ai dit, monsieur, vous savez, juste pour ça, déjà, je finirai pas sous un pont. Donc en gros, j'avais déjà un peu ce truc en mode revanche sur ce qu'il m'avait dit. Quand le prof, il m'a dit ça, je pense qu'en vrai, lui, il me l'a dit, il le pensait, mais je pense qu'en gros, cette phrase, elle est venue à moi juste pour genre m'impacter et me dire, oh mec, réveille-toi, fais un truc et arrête ce que tu fais. 6e, 5e et 4e, parce qu'après la 3e, je suis plus trop allé à l'école. Chaque année, j'avais entre 3 et 4 carnets de correspondance. Hein. Ah ouais, t'étais... Il n'y avait plus de place dedans, il fallait en imprimer un nouveau. Ils en ont donné un nouveau, quoi. Ok. Quand il y avait trop de mots pas signés, je faisais brûler, genre vraiment, je fais des trucs de débiles, quoi. Mais... Ah, donc un peu cancre à l'école, entre guillemets. Ouais, maçon, c'est pas du tout... À la base, c'est pas ta vocation. En non, mode, c'est un métier... Ouais. Parce qu'il faut que tu fasses un métier, quoi, c'est ça. En gros, en 4e, il me dit ça, le prof. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Donc au début, j'ai fait, je crois, 3 mois en pâtisserie. J'aimais bien faire des gâteaux et tout, en mode c'était cool. Puis mon père m'avait dit non, tu seras pas maçon, parce que lui, son père était maçon, cassé par la vie de maçon. C'est un métier très physique, quoi. C'est pas un plus métier d'eau, facile. plus de genoux. Donc, du coup, j'ai quand même fait ma 3e, quasiment, toute ma 3e en maçonnerie. Et à la fin, du coup, j'hésitais entre aller au lycée ou continuer dans la 3e. Et là, rebelote, ce même prof m'a dit, le lycée vous trompe pas de toi, cherche pas à réfléchir, arrête. J'ai dit, va monter des murs. Ouais. J'ai dit bon, ok. Du coup, j'ai appelé le CFA, ils m'ont dit nous on veut bien de toi. Et surtout que c'est un métier dur, mais qui est hyper utile, qui devrait être beaucoup plus valorisé. Ouais, tout à fait. Mais c'est tous les métiers du bâtiment. Boulot, quoi, physiquement. En fait, en France, je pense qu'on met trop en avant les métiers usines. Une usine demain, elle peut fermer. Plus besoin de toi et tu vas ailleurs. Le maçon. Demain, t'as toujours besoin de lui, il faut construire des maisons, tout ça. Le charpentier, t'as besoin, le carreleur, il y a besoin, l'électricien, il y a besoin. ChatGPT, il va pas monter des murs. Surtout à notre époque, on est un peu de la même génération, mais à notre époque, en fait, toutes les professions manuelles, elles sont vachement dévalorisées. En fait, c'est en gros, faut travailler dans un bureau pour avoir réussi ta vie, quoi. Pour le coup, nous, on côtoie beaucoup d'artisans, et en vrai, si j'avais été manuel, ce qui est pas le cas, mais si j'avais été manuel, c'est vrai que franchement, tu vois, à l'époque, je pensais pas pouvoir faire plombier, électricien, même maçon. Enfin, des maçons, ils gagnent très très bien leur vie, ils gagnent mieux que des médecins. Donc en fait, tu te dis, il y a pas de saut métier, et forcément, toi, du coup, tu t'orientes là-dessus. Un peu par défaut, alors qu'en fait, il y a des gens qui devraient s'orienter là-dessus, mais par choix, en fait. Hein. Oui, parce qu'en plus, c'est un beau métier, et puis ça apprend beaucoup de choses. Ouais. On verra après, mais en gros, c'est ce qui m'a aidé aussi à aller sur l'investissement, l'immobilier, tout ça. Okay. Parce que du coup, tous les gens du bâtiment, on va dire ceux qui réfléchissent un minimum à leur avenir, ils font de l'IMO à côté. Il y a au moins 70% qui font de l'IMO à côté. T'avais déjà ça, du coup, dans un coin de la tête moi, en étant maçon? Pas du tout. En disant, je fabrique des maisons, il y a un moment, ce serait bien. Quand j'ai fait mon CAP, mon père m'avait toujours dit, vers mes 16-17 ans, il m'a dit, s'il te plaît, Kevin, sois jamais locataire, essaie d'acheter, parce que c'est pas bien d'être locataire et tout, faut éviter de ça, même si nous, on n'a pas pris le bon chemin. En tout cas, il garde ça en tête. Ah oui, t'avais quand même déjà mis une graine. C'est ça, mais en gros, il me l'avait dit comme ça une seule fois, il ne l'a jamais répété. Il me l'a dit une seule fois. Moi, j'avais gardé ça en tête en me disant, bon, ok, si mon père me dit ça, il m'a jamais conseillé sur la vie, le chemin à prendre. Mais ça, je trouve ça quand même assez intelligent ce qu'il me dit. Puis surtout qu'on entend toujours les riches
ils ont toujours plein d'immobilier. Ouais, Alors, à cette époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça quand on est des gamins, quand on a 14-15 ans. on n'avait rien. Voilà. Mais en tout cas, tu sais que les riches, ils ont tous de l'immobilier. T'es embauché dans une boîte après, du coup, c'est ça? En gros, en CDI? je fais le CAP et en BP. J'ai Ok. mon chef de boulot qui m'apprend la maçonnerie, Ok. qui me dit Kevin, franchement, commence à mettre de l'argent de côté. Comme ça, le CDI que tu devrais avoir avec le patron après, tu pourras acheter de l'immobilier. Je lui ai dit, ouais, mais attends, moi je suis pas riche, je n'ai pas les moyens, même si je mets un peu d'argent de côté. Et donc lui m'a appris la mécanique en me disant, non, mais attends, sur tes 700 euros d'apprentissage que tu as, tu mets juste 200 ou 300 euros de côté, tu te serres un peu la ceinture et tu verras, d'ici 2-3 ans, tu seras content d'avoir un petit apport pour assurer les banques et tout. Et je me suis dit, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Et donc c'est lui qui m'a un peu appris. J'ai acheté mon premier appartement, du coup, il était, je crois, estimé à 78 000. Et T'avais quel âge là, du coup, ton 18 ans pile. À 18 ans pile, Ouais. t'achètes ton premier appart. Parce que là, en gros, un peu parcours familial, mais moi, j'ai mis 18 ans en mars. Je crois qu'en juillet, août, je m'engueule avec mon père assez genre violent, parce que bon, j'ai un gros caractère, mon père a un gros caractère aussi. Ok. Moi, j'aimais bien un peu, enfin, je faisais de la MMA. Je me sentais un peu au-dessus de tout le monde à mes 18 ans, donc je m'engueule avec mon père. Je pars chez mes parents. Et puis là, mon père me reprovoque en me disant, de toute façon, tu diras qu'un jour tu vas acheter, mais t'achèteras jamais. Et là, je me dis, putain, il y a plein de signaux dans ma vie comme ça qui me poussent à chaque fois. Donc là, je me suis mis à chercher. Je fais une visite et mon patron en maçonnerie à cette époque-là, il me dit, ah, tu veux acheter, bah viens, je vais avec toi faire la visite. Et c'est lui qui a négocié pour moi. Et en gros, il a passé 78 000 à 60 000 euros l'appartement, avec des phrases bêtes. Je me rappelle toute ma vie. Il a toqué contre la cloison en brique et il dit à la personne qui était âgée, il dit, oh, c'est de la brique, ça se fait plus maintenant, c'est tout du placo, monsieur, ça faut baisser le prix pour le jeune. Et le vieux a négocié, tu vois, des arguments bêtes en soi, mais qui marchent même encore maintenant, enfin des trucs comme ça quand les gens s'y connaissent pas trop. Donc j'ai acheté mon premier appartement comme Là, ça. t'as été quand même malgré tout hyper bien accompagné en fait, Ouais, mais en mode un peu coup de chance. informel en vrai, quoi. enfin, voilà. Ok. Sans le faire exprès, juste ils m'ont reconnaissant du boulot que je faisais en gros la journée. Ouais, c'est Il bien. m'a dit si je peux t'aider. Donc, Ouais, j'en ai puis acheté- t'étais jeune, t'avais envie, ils se sont dit C'est vas-y, ça, faut voilà, l'aider je quoi. pense. Parce Et- que du coup, à mes 18 ans, ça. Et Et l'année là, t'avais acheté pour faire du locatif Non, direct? Ah non, pour c'était moi- pour toi, c'était pour pour moi, avoir ton ouais. appart du coup. juste pour moi en mode bon, je me suis dit au début comme tout maçon, j'achète un vieux truc, je vais le rénover, Ouais. ça va être cool. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai rénové. Et après l'année d'après, ce chef de boulot là me dit bon alors tu veux pas racheter d'autres choses et tout. Je dis si, mais tu sais les banques, il me dit si, ça. Il me dit non, il me dit faut que tu apprennes dans la vie que les banques c'est une chose, il faut aller en voir plusieurs banques. En fait vraiment il a fait un peu son conseiller de ce que lui Ah, mais connaissait. c'était une formation Ouais. en ligne en fait. Mais sauf qu'en plus, lui, il avait pas tant d'immobilier que ça. Il avait 50 ans, je pense, c'était un peu moins, peut-être 40 à cette époque-là. Il avait 3 appartements, et par contre, il était à sa 4e maison qu'il avait construit. Et du coup, là, il me dit, je te propose un truc. Moi, j'ai 2 appartements que j'aimerais bien vendre. Je te les vends au prix du prêt qui reste. Tu les prends, et ça te mettra le pied à l'étrier. Et après ça, du coup, quand je suis parti en Suisse, que j'ai voulu plus investir, parce que j'ai plus de moyens, du coup, ce que je suis Parce passé- qu'après, t'es parti bosser en Suisse Ouais. du coup. En gros, Ok. j'ai postulé pendant 1 an en Suisse. Tous les jours, je postais mon CV. J'appelais derrière, vous avez bien reçu mon CV pendant 1 an. Et au bout d'un an, ils m'ont appelé pour me dire bon, monsieur Thomé, et là, toute ma vie, je pense que ça restera gravé à vie. J'étais avec mon petit stylo de maçon, habillé en maçon, plein de ciment. Téléphone sonne avec un plus 41. Je dis c'est qui cet étranger? Parce que j'avais même que c'était la Suisse. Je dis c'est qui cet étranger? C'est quoi qui cette arnaque? m'appelle? C'est ça. Je décroche, elle me dit oui, bonjour, telle société. Elle me dit le poste. Je lui dis ok, mais c'est quoi le taux horaire? Et là, elle me dit 37 € de l'heure. Et je me dis 37 € de l'heure? Mais toute ma vie, je me rappelle, j'étais devant le moellon et j'ai écrit 37 sur le truc pour dire que ça restera gravé. J'ai pas inventé quelque chose. Je raccroche et puis je regarde mon chef de boulot qui était encore là. Tu lui expliques par Voilà. A plus B que ça va pas Ça. continuer. Bah non, mais lui après, il me forçait à partir. C'était Ouais. pas le patron de Ah la ouais, boîte, c'est lui c'est qui juste te- le chef de qui chantier. voulait, lui, ok. ouais. Et lui il m'a dit Kevin, 37 €, tu te rends compte que tu deviens 10,50 là de l'heure. Je lui ai dit ouais, j'avoue que c'est quand même énorme, mais j'avais du mal à y croire. Et bon, ensuite voilà, j'ai voulu me investir plus fort. Puis là, j'ai compris le rouage un peu des banques. Ils m'ont dit t'as beau avoir 7 000 € par mois, si t'as pas d'apport, si t'as pas un CDI, les choses classiques un peu, c'est plus compliqué d'emprunter. Là, en gros, tu bosses en Suisse, tu gagnes bien Ouais. ta vie, tu commences à mettre de côté pour Ouais, je mets de côté. acheter de l'IMO, faire de l'IMO du coup. Bah, de l'IMO, ouais, et puis je tombe dans la phase un peu de, je pense, beaucoup de jeunes où on commence à gagner notre vie. Ouais. On se sent un peu au-dessus de tout le monde, roi du pétrole. Ah, Moi, je touchais quand même. tu voulais claquer. Ah, mais de toute façon, c'est vraiment ça. Hein. Je touchais en moyenne, suivant les mois, les heures et tout, parce qu'on était en travail de nuit aussi des fois. Ouais. Je touchais entre 5 et 7 000 € de mes 21 ans, mes 23 ans. Donc c'est énorme. Et tu mettais combien de côté? Au début, pas grand-chose. Franchement, après, j'en mettais quand même, mais sur, on va dire, 5 000 €, imaginons, je Ouais. mettais 1 500 de côté. Ok. Et tout le reste, c'était, en fait, quand je rentrais à Lyon, je faisais des soirées, je faisais Ok. dans les bars. Ouais, enfin, hyper bien investi voilà. quoi. Tout à fait. Le truc que je ferais plus jamais maintenant, mais je claquais 900 € juste pour l'ouverture du bar. Et pour l'ouverture, genre Bah, dans je des payais à tout le boissons, monde, tu veux dire? ouais. Ah ouais. Des bières, pas plus. Tournée générale. Ouais. Ok. Mes potes, bah, tiens, vas-y, va payer une tournée. Enfin, voilà, j'étais généreux, quoi. Je sais plus, je crois de mémoire, je crois que j'avais peut-être mis en 1 an et demi 20 000 € de côté. Et là, truc qu'il faut pas faire, mais j'appelle le banquier, je lui dis bonjour, j'aimerais bien emprunter et tout. Il me dit non, vous pouvez pas, vous n'avez pas une bonne situation, enfin, vous n'avez pas un CDI, même si vous gagnez beaucoup. Je dis ok, je fais plusieurs banques. Parce qu'en Suisse, t'avais pas un CDI du coup. Non, en fait, il y a des CDI, moi, il avait fait un CDI intérim, mais pas dans l'entreprise.
Ok. Et en gros, la France le perçoit comme un contrat banal, quoi. D'accord, Même ok. pas un CDD, Ok, rien du tout, quoi. ok. Parce que la France est assez quand même CDI entreprise et pas des trucs un peu plus obscurs. Ah ouais, donc tu gagnais très bien ta vie, mais t'avais pas la situation, on Tout va à dire, fait, pour plaire à la banque. ce système-là Ok. à ce moment-là. Ouais. Et là, j'ai compris comment fonctionnait la vie parce que j'ai eu un accident de moto. Journée assez simple, je vais chercher mon téléphone des réparations, une grande ligne droite. En gros, je double un poids lourd. Et sur ligne droite, vraiment, il n'y a pas de. Enfin, j'abuse pas de mes propos, je pense que je l'ai jamais pris, on va dire, en dessous de 250 km/h. C'était genre vraiment la ligne droite où il y avait que des champs. Et c'est la une campagne, nationale. C'est pas une nationale, c'est une genre une autoroute route entre Ah, deux c'est champs, une route, 50. limitée à 70 km/h, donc 140. Je vois ce petit flash au bout de la ligne droite. Je coupe les gaz de la moto et à 110 km/h, je relève les yeux. Et puis là, j'ai vu une calandre devant moi. Et parce que t'as checké le Bah, moteur, en gros, voilà. en disant il y a un radar là-bas, combien je me suis fait choper. C'est ça, voilà. Et quand tu lèves les yeux, Bah, je vois une Tu vois calandre la devant mort, moi, voilà, une voiture qui est arrivée, qui a doublé elle aussi en fait, mais sur la voie du coup opposée à moi. On a fait un face à face. Moi j'arrive à 110, elle a doublé une voiture à 90, donc elle arrive à 110 aussi. donc plus de 200 km/h de différentiel. Ouais. Et là, t'étais habillé full cuir. Ouais, full cuir par contre, Ouais. c'est ce qui m'a sauvé aussi. Full cuir, casque, bottes, dorsale, Mhm. tout. Et même avec ça encore, il y a eu des brûlures et tout, donc ça je me dis tous les gens qui sont en t-shirt. Ouais, ou short, c'est sur ou l'autoroute des fois, claquettes. tu les vois, tu fais, ouais, les gars, vous êtes Ouais. des malades. Non, c'est beau pour les vidéos, pour les snaps et des trucs comme ça, c'est Ouais. stylé, mais le jour où il t'arrive quelque chose en général, Ouais. j'ai vu beaucoup de choses comme ça et je me suis dit, mais pourtant un cuir complet, je sais pas moi, l'équipement, et c'était la bonne marque, ça m'avait peut-être coûté 2000 euros. 2000 euros VS ta vie, Ouais, y a pas. je pense que le choix Ouais, est mais bien c'est fait. aussi pas de le match, mettre. Moi, j'avais cuir, tu vois. Par exemple, le pantalon en cuir, je le mettais quand même pas tous les jours parce que ça dépend où tu vas. Après, faut en faire quelque chose. Mais ouais, t'as des mecs, quand il fait chaud, c'est short, claquettes, le casque, les gants maintenant, c'est obligatoire, je crois. Je sais pas du tout. Alors, Comme moi, ça. parce que depuis l'accident, je suis Toi parti aussi, sur t'as moto. arrêté, Enfin, bah oui. non, je peux arrêter, hein, j'aimerais bien recommencer. Je veux reprendre 100% musculaire, parce que je me disais déjà avant, et même si j'étais bien musclé, c'était déjà compliqué des Ouais. fois de gérer la moto. J'avais pas envie de reprendre pour dire, bon, je reprends comme ça, histoire de reprendre. Et donc, du coup, tu lèves les yeux, calandre en face. Ouais, voilà. Il se passe quoi après? Boum, impact. Mais bah après, Tu travailles à l'hôpital, quoi. ouais, bah non, je me reviens même pas à l'hôpital, parce que j'ai pas eu de perte de connaissance, Ah ouais. pas de trauma. Mais Ok. en gros, Tu t'envoles. je vole. J'atterris dans le champ, je fais 130 mètres de vol. Et même le SAMU, les pompiers, tout disent en gros, c'est genre pas possible normalement de faire autant de vols, d'être encore en vie. Mais il y a plein de facteurs chance. J'ai de l'équipement, je faisais beaucoup de muscu à l'époque. Donc en gros, j'ai volé, j'atterris par terre. J'ai juste eu des grosses fractures, mais rien d'arraché. Les muscles ont tout tenu. Et l'équipement a sauvé tout. Ok. Donc ça a été des bons trucs, des bons points pour moi. Tout ça, Ok. Ouais. plus la chance, parce que de toute façon, il faut être aussi Ouais, faut conscient avoir un peu de chance, ouais. ouais, Ok. qu'il y a une grosse part de chance. La première personne qui arrive, pompier pro et sorti de formation, il avait 50 ans. Je me dis, bon, bah, la vie est quand même belle. Et je suis pas croyant, rien du tout en plus, mais je me dis là, le premier mec qui débarque sur le lieu de l'accident, il est pompier. C'est le destin, quoi. Voilà. Et deuxième personne, elle était infirmière à Édouard Herriot à Lyon. Donc je me dis, bon, Ouais, ça a été je devrais. T'étais Mais en c'est tranquille, les gens, hein. c'est les voitures qui étaient autour. Ouais, qui se sont s'arrêtent. arrêtées. C'est pas les Non, secours. la première dans l'ordre, en gros, mais la première qui s'est arrêtée, c'était un monsieur avec une Audi A3. Enfin, je me rappellerai toute la vie de cette Et t'as image. des bons souvenirs quand même. Non, mais parce que après, Un c'est truc des- où normalement oui. il aurait fallu que tu sois mort, tu te Après, j'ai rappelles beaucoup carrément. de- enregistré, c'est pour ça. En vrai, Ouais. j'ai beaucoup enregistré. Enfin, ces images-là, parce que je me suis dit, elles sont importantes, on ne sait pas ce qui se passe après. Et ce monsieur-là, bon, je l'ai jamais retrouvé, il m'a jamais écrit, rien du tout. S'il voit la vidéo, bah merci encore. Mais il est parti à la poursuite de la voiture, parce que la dame est partie, elle, délit de fuite. Et Ah ouais. il l'a arrêtée pour s'occuper d'elle, enfin pour la bloquer Mm. pour plus qu'elle parte. C'était une personne âgée de 75 ans, bon, un peu perdue. Et là, elle pensait avoir tapé un vélo, vous voyez un peu l'image. Ah J'avais ouais. une sportive, je faisais 85 kilos, enfin je veux dire, rien d'un vélo quoi en tout cas. La différence, ouais. Puis après, bah, le corps est vraiment trop fort. Le corps prend le relais. Bateau qui est motard. Mais t'as toujours l'esprit moto. Tu vois, où tu dis ma moto, qu'est-ce qu'elle a? Toi, tu Mhm. t'en fous de toi, mais c'est ta moto en Mhm. priorité. Je sais pas, après, j'ai voulu ramper pour aller voir la moto. Ça marche pas non plus. En gros, t'es paralysé quoi. Bah, Posé par c'est- terre, tu peux pas. Ouais, t'es pas paralysé, mais je sais pas. En fait, j'ai pas de mots pour décrire ça. Mais t'es posé. Toi, t'as l'impression que tout fonctionne. Mais comme si ton corps, il avait Non. oublié le mécanisme. Tu dis, bah, je veux bouger mon bras. Et il y a rien qui bouge. Puis là, ce pompier qui était devant moi, je lui dis, monsieur, dites-moi au moins que mon bras est par là ou autre. Il me dit, oui, mais ton bras, il est là. Je dis, non, mais je le sens pas. Arrêtez de me mentir. Et là, il me dit, si, en fait, il est juste déboîté, mais il est sous ta gorge. Et du coup, je fais comme ça. Là, je sens mon bras. Et là, c'est bon. Je me sens senti intouchable. En gros, c'est bon. Mon bras, il est là. Tu vois, en fait, Je suis en un morceau, Ouais, voilà. cassé mais en un morceau. c'est pour ça, du coup, plus d'inquiétude. Puis après, bah, SAMU, pompiers sont arrivés. Franchement, les équipes médicales, ils sont trop forts. Il y a rien à Ouais, dire. d'un moment comme ça, t'es content de payer des impôts en France. tu Oui, te dis, non, franchement, c'est tu te dis, super. en vrai, c'est pas si mal. Et puis ils sont tous forts, ils appellent l'hélicoptère. L'hélicoptère dit bon, on peut pas se déplacer, on est déjà en mission. Ouais. Et temps de revenir, il y a trop de risques pour ce monsieur-là. Donc du coup, c'est les pompiers escortés par la gendarmerie qui m'ont emmené Édouard Herriot. Puis après, les chirurgiens sont vraiment forts. Parce que là, j'ai eu 17 heures d'opération. Ah, c'est ouf ces métiers, les mecs ils te sauvent la vie, tu les connais pas, tu les Moi, connaîtras franchement, ce jamais. que je dis, je suis pas croyant ouf. rien du tout. Mais pour Ouais. moi, enfin, après, attention, je juge aucune croyance, mais si je devais croire à un dieu, ce serait les chirurgiens. Parce que les mecs, ils ont rien, ils te connaissent pas, ils Ouais. s'en fichent. Ah, Et ils restent 17 heures dans un bloc. c'est ouf, ouais. Et tu dis juste pour t'opérer, pour faire en sorte que tu sois bien. Mm. Et puis s'ils se loupent, tu vas encore les attaquer parce qu'ils se sont loupés. Enfin, je veux dire, des fois, il y a Ouais, des trucs c'est quand vrai. même. C'est vrai.
C'est des métiers incroyables. Et là, t'as arrêté pendant combien de temps du coup? Parce qu'en plus, toi, t'as un métier hyper physique, hein. T'es pas genre au bureau, quoi, à taper sur ton clavier. Du coup, ça se passe comment après la suite? Bah là, à la suite, plusieurs opérations. J'ai peut-être eu une dizaine, quinzaine d'opérations Ouais, pendant quand même. 1 an et demi. Au total, j'ai Ok. fait 4 ans. J'ai fait, je crois que c'est 4-5 mois en hôpital, vraiment avec opération, des soins tout le temps. Ok. Tout le temps. Ouais, Pas t'es de pas chez rééducation. toi pendant 4-5 Non, mois? non. Ah ouais, ok. Bah, tout, même pas pendant quasiment 2 ans. En gros, tu rentres que Ouais. les week-ends et c'est des permissions et c'est que la journée au début. Le soir, tu dois rentrer au centre. Ok. Genre, moi, les 17 heures d'opération, j'ai fait 3 micro-AVC. Et trucs traumatisants pour mes parents aussi. Ils sortaient juste du bloc pour dire à mes parents, petit, ça fait un micro-AVC, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais. Et sauf que, assez compliqué, C'est quoi. pas une bonne nouvelle. Ouais. Non, non, mais oui. Et pour eux, ils étaient contents parce qu'en gros, tout va bien. Ouais. Mais les médecins, il y a toujours une barrière comme ça, un peu à prendre à Et puis eux, c'est leur métier en fait. Pour eux, Oui. c'est lambda, quoi. c'est la routine en fait. Oui. Alors que toi, ça va t'arriver, j'espère, qu'une seule fois dans ta Ouais, vie. j'espère que je suis Voire bon, zéro, ouais. structuré. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux mondes qui se côtoient en fait à ce moment-là. Et C'est du ça. coup, tu peux pas, on se comprend pas quoi. Donc, centre d'éducation en interne. Donc là, tous les jours, rééducation. Donc, kiné, ostéopathe, tous les trucs comme ça. Ils te réapprennent à marcher. Et après, tu as une opération et tu réapprends de nouveau à marcher. Et c'est pour ça qu'après, maintenant, je pense que j'ai un peu cette mentalité-là de me dire, c'est pas grave. C'est un truc Moi, qui tu vois, échoue. ça te je me forge, ça relève. te forge une mentalité de C'est ça. ouf quoi, de Ça de te- rien lâcher, de rien abandonner, de toujours se relever en fait. Ça te réapprend la vie, je pense. En fait. Faut garder le moral en fait. Hein. Puis Ouais, c'est long, bon. t'imagines. Là, tu sais, tu racontes ça, mais tu parles de 2 ans, mais 2 ans c'est hyper long Ouais. quand t'es là-dedans. Et Après, c'est formateur, par contre, ce que tu apprends à te connaître aussi. et professionnellement, du coup, pendant ce temps-là, tu fais rien. non. Et Justement, tu passes de 7 000 euros par mois à 700 euros avec les aides de Ok. la France. Ouais, bah après, Ils du sont coup, bien. tu dépenses pas grand-chose Bah non, au mais bon, t'as final. tous tes trucs à côté. Ok. Tu vois, le crédit immobilier. Ce qui était en locatif, c'était OK. Par contre, ta résidence principale, il y a un certain temps de latence, il y a au moins 6-8 mois avant que ça soit pris en charge. Ils ne le prennent Ok. pas à un instant T. L'assurance, elle passe en commission, etc. Ouais, donc du coup, ça te grignote un peu Ouais, c'est pour ça l'épargne qu'après, que tu avais de côté pour J'ai tout vendu ta du coup mensualité. après. Ok, J'ai donc là, tu vendu, vends tes ouais. 3 lots là. Vendu les 3 lots, vendu la voiture. Tout. Ok. Retourné à zéro. Ah, tu repars à zéro, du coup. Ouais, zéro complet. Ah ouais, tu pars vraiment de zéro. Tu rapprends à marcher et une deuxième naissance, quoi. De toute façon, je le vois comme ça, c'est une seconde chance. Chaque matin, je me réveille en mode un peu. Je sais pas comment on peut dire ça. Dev Mais perso, mais pour Ouais, de voilà, vrai, ouais. tu je vois, j'ai un vélo Tu dans la visualises chambre. Quoi. très bien. Dès que je vois la lumière du jour, je me dis bah, merci la vie, je suis encore Ouais. là, tout va bien. Et c'est là où tu dis que tu le souhaites un peu, entre gros guillemets, c'est que de passer toute ta vie sans avoir d'événements comme ça, tu peux passer à côté de ta vie. Bah, Alors qu'aujourd'hui, d'avoir vécu ça, chaque jour où tu fais un choix, tu le fais en pleine conscience que ça peut s'arrêter à tout moment et qu'il faut pas gaspiller le temps c'est qui ça, reste. ouais. C'est sûr que la mentalité a changé. Avant l'accident de moto, j'avais une phrase magique que je disais à tout le monde. Moi, jamais de la vie, je serai comme mon patron parce que mon patron, son téléphone sonne tout le temps. Ouais. Et moi, je veux qu'à 17h, je coupe mon téléphone et personne ne me dérange. Et là, c'est pas trop ça. Voilà, et là, c'est C'est un tout peu à fait changé. ça. Ah, mais là, du coup, t'as vraiment beaucoup changé. Ok. On y vient. Ouais. Mais Et là, voilà. donc là, du coup, accident. Ton métier, comment ça se passe? Tu peux pas refaire maçon, Non, j'imagine. Le médecin me dit tu pourras plus être maçon. En gros, parce que la Sécu ne voudra plus t'assurer. Et donc, du coup, tu seras déclaré inapte à être dans la maçonnerie. Je me suis dit ok, la France veut pas, c'est pas grave. Dès que je sors de l'hôpital, j'irai en Suisse parce qu'eux, ils sont pas au courant. Ah ouais, Du coup, ok. Je suis retourné quand même en Suisse 4 mois faire maçon. J'y allais le matin pour commencer la journée, j'étais en béquille. Parce que je voulais absolument me reprouver que Ouais. je pouvais. Et là, je passais genre 4-5 mois à pleurer presque tous les jours. Être bleu parce que du coup, t'as plus de muscles. Donc tu peux plus rien faire Ouais. en vrai. Et du coup, après, j'ai arrêté. J'ai fait un peu de grutier pour voir. Et puis là, quand j'ai, au bout de, je sais pas, peut-être 3 mois, je me suis recassé le genou en montant à l'échelle à la grue. Du coup, réopération. C'est ce jour-là où je me suis dit, bon, le bâtiment, faut on va faire autre arrêter. chose, ouais. Voilà. Là, t'acceptes. Ouais, j'accepte, ouais, voilà, tu n'as pas le choix. Hein. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu commences à plonger un peu plus dans le sujet immo. Ouais, voilà, immobilier, c'est là où j'ai Mhm. commencé à plus me mettre en gros. Déjà pendant tout le long de l'accident, vu que j'avais rien à faire, j'étais allongé dans un lit. Je lisais beaucoup. J'ai regardé, je pense, toutes les vidéos sur l'immobilier qui existaient. Donc c'est là où j'ai vraiment plus compris en gros ce que Yann Darwin à l'époque disait pour l'investissement. Parce que du coup, ton mindset avant, c'était plutôt je gagne bien ma vie, j'épargne un peu. Mais par contre, c'est cliché, mais alcool, bagarre, voilà, tu je veux suis tout jeune, faire, plein de ouais. testostérone. Et là, en gros, ça te fait redescendre fort l'accident et tu dis je vais devenir une nouvelle personne. C'est ça, tout à fait. Bah, déjà, tu t'apprends à compter que sur toi. Donc tu te dis, bon, en fait, ça sert à rien tout ce que je faisais avant. Que je me fasse plaisir à moi, que je construise ma vie pour plus tard, concrètement. Pourquoi t'accroches plus avec l'immobilier qu'avec autre chose? Parce que ça aurait pu être avec un autre métier, te Je dire pense je suis que- plus maçon, je peux être autre chose dans le bâtiment, chef de chantier, conducteur de travaux, ou, tu vois. Je pense que l'immobilier m'a beaucoup rapproché m'a beaucoup fait rappeler la maçonnerie. Après, j'étais confronté au fait que du coup, j'avais pas de salaire. Le temps que je travaillais en Suisse, je suis arrivé après à monter un dossier. Donc même après, quand j'ai le genou qui a été cassé, avec ce dossier-là que j'avais, j'ai pu arriver à me faire financer en banque. Et grâce au peu de travail que tu avais fait en Suisse Ouais. après ton accident, Bah, t'as après, réussi à avoir un dossier bancaire. accepté. J'ai pas été full transparent avec la banque. Voilà. J'imagine. Ouais. J'ai pas été full transparent avec la banque. Ils savaient pas que j'étais plus en emploi, que tout ça. Puis là, ils m'ont financé pour acheter un immeuble que j'ai fait rénover, où il y a 3 lots dedans. Ok. Et Donc ça, tu l'as fait rénover par contre, tu as pas mis. Ouais, du côté, moi j'y suis allé, hein, j'ai bossé aussi. En gros, j'ai demandé aux artisans de rénover.
J'ai vu qu'il traînait un peu, je me suis dit, mais attends, mais moi je sais faire en fait ça, donc je peux le faire moi. Je suis allé bosser sur le chantier, donc pareil, là aussi, parce que je me sortais d'une opération, je suis allé en béquille. Du coup, là j'ai une cicatrice sur le côté, normalement qui aurait dû être, je sais pas, fine comme une cicatrice, maintenant elle fait un trou, je sais pas, ça doit faire un trou comme ça. Parce que du coup, toutes Ton les immeuble agrafes, de rapport 3 lots, quoi. c'est ça, et toutes les agrafes ont été arrachées en fait, vu que je T'as bossais. forcé, quoi. Ouais. Mais de l'extérieur, ça peut paraître con de se dire mais pourquoi il insiste, pourquoi il revient dessus, mais à la fois on peut comprendre que en fait c'est dur à accepter de te dire que ton corps il a perdu certaines facultés. Tu sais, comme les vieilles personnes qui veulent pas partir en EHPAD parce que non, j'ai mon autonomie, alors que c'est criant que si tu tombes par terre, tu sauras pas te relever tout seul et tu vas mourir, il faut que tu aies de l'assistance. Mais tu peux pas l'accepter. Donc t'as ton immeuble de 3 lots et tu vis de quoi du coup, parce que là en fait grosso modo tu travailles plus comme en tant que maçon. L'immobilier on connaît, bah c'est vrai que à l'époque encore les taux étaient peut-être plus, t'étais comme des taux 1% je pense comme Ouais, là quand j'ai on a eu commencé à peu près. 1,15 je crois. Donc t'avais un peu de cash flow quand même sur ton immeuble, mais tu vivais de quoi au quotidien, à court terme du coup? Juste j'ai rouvert mes droits au chômage parce que du coup j'avais le droit. Ok. Donc j'ai eu le chômage et en Ok. gros le chômage ils m'ont dit on va t'aider à Ok. trouver un emploi mais dans un bureau. Sauf que du coup de toute façon mon CV qui était full maçonnerie, personne ne voulait dans un bureau. Ouais, ok. Et c'est là où après je me suis dit, ça m'est venu par contre en un claquement de doigts comme ça, Ouais. un peu coup de chance, mais je me suis réveillé un matin en me disant mais tiens je pourrais ouvrir une conciergerie et il y a des gens qui font ça a l'air de marcher apparemment. Et c'est là où je me suis lancé dans ce milieu. C'est là où t'as connu. T'avais Tu genre. faisais déjà de la courte durée sur tes 3 lots? Non, pas du tout. Même pas. Je connaissais pas. Tu t'es dit je vais commencer. Je connaissais pas du tout. ok. Je savais pas ce que c'était une conciergerie vraiment. Juste, il y a des gens, j'avais vu une vidéo, un mec Ouais. qui disait je vais à une conciergerie, en gros c'est cool, les propriétaires sont contents. Grosso modo, c'était ça. Ce que j'avais en tête derrière, c'était de me dire j'ai pas de moyens. J'avais pas de boulot, je pouvais pas acheter l'immobilier. Ce que j'avais fait déjà, c'était la chance que les banques m'acceptaient. Il fallait que je trouve un domaine qui me permette d'avoir un minimum d'argent et d'ouvrir mon réseau. C'est là où je vous ai rencontré aussi, donc c'est des choses qui ont marché. Non, hein. ça, on s'est rencontrés là où, genre, je pense que tu venais juste de. Mais je sais pas si tu t'es lancé ou tu venais juste de te lancer, mais t'avais genre 4-5 lots, quoi. Ouais, de toute façon, Et tu prospectais comme un taré pour avoir des lots supplémentaires. J'ai harcelé tout le monde. de toute façon, Et nous, je ça pense. nous parlait un peu parce qu'avec Charles, parce qu'à ce moment-là, c'était une époque où nous, on avait un peu de biens immo aussi et qu'on avait en conciergerie. Moi, je me disais, putain, mais c'est. Enfin, les voyez, la conciergerie avec qui on bossait, on disait, mais c'est un chronophage de ouf, c'est un malade de se lancer là-dedans. Enfin, franchement, ça prend du temps de dingue, quoi. Toi, tu t'es lancé et puis, bah, t'as enchaîné les lots et les lots et les lots. Et en vrai, bah, aujourd'hui, t'as combien de lots? Là, on est à peu près à 140 lots en gestion. Et Et en 2 ans d'activité, quoi. en 2 ans d'activité? Ouais, voilà, là quand on dit le démarrage, c'est 2023. Ouais. Ouais. Ah, c'est quand Oui, parce qu'au début- on se connaît, je pense, en début 2023. En tout cas. Quand j'ai eu cette idée de la conciergerie, j'aime pas perdre du temps, je veux toujours faire aller vite, mais structurer au mieux. Là, j'ai appelé, vraiment d'une journée, j'ai appelé au moins 20 avocats fiscalistes. J'avais pas de moyens, donc je pouvais pas payer un rendez-vous à 200 €, tout ça. Et donc tu prends le premier rendez-vous gratuit pour. En prendre gros, des je tombe idées. sur quelqu'un qui me dit non, mais pas de souci, moi je peux prendre un rendez-vous, j'ai de la place tel jour, donc je prends rendez-vous avec lui. Donc c'est encore mon avocat fiscaliste que j'ai maintenant, donc je pense que presque je suis marié avec lui, de toute façon, juste pour être reconnaissant. Et il me dit non, mais pas de souci, donc rendez-vous tel jour, on fait une visio et il reste 4 heures avec moi. Et à la fin, je lui dis combien je vous dois, il me dit bah 0. Il me dit moi je suis là juste pour vous conseiller si vous avez besoin et si j'ai apporté un bon conseil en soi vous allez travailler avec moi derrière. Et je me dis non mais alors lui, et en gros ça m'a un peu cassé mon mindset de me dire en fait il a donné gratuitement en se disant bah si je lui donne un bon conseil il va revenir vers moi. Et si ça Surtout marche quand tu sais ce que c'est le taux horaire d'un fiscaliste. oui non mais c'est pour ça La facture qui t'envoie pas, tu vois. ouais non mais je vais franchement C'est pas 20 €. reconnaissant envers lui. Et lui, il m'a dit, bah franchement, le seul conseil que je peux vous donner, montez pas forcément de boîte tout seul, prenez une franchise. Normalement, une franchise censée être aidée. Et là, moi, en gros, on va dire octobre où j'ai signé la franchise, jusqu'à juin de l'année d'après, j'ai pas eu un seul contrat de sa part du gars, genre le néant complet. En plus, lui, il était de Dijon, ce gars avec sa conciergerie. Il était juste bon en commerce, c'est tout, enfin en vente, quoi, en tout cas. Donc, Et je lui après, verse là, les 5000 € pour lui dire, ouais. bah tiens, la franchise, 5000 balles. Et puis au mois de juin l'année d'après, je lui dis, bon, écoute, un tel sans dire son prénom, mais j'ai toujours pas ça. Il n'y a pas les flyers non plus, j'ai pas de carte de visite, j'ai rien, parce que du coup j'étais vraiment cloisonné avec lui, avec sa franchise, je pouvais rien faire, même pas de site internet. Ok. Et il me dit, oh, bah, si t'es pas content, c'est comme ça, tu vas encore attendre maintenant que t'as payé, en gros, je m'en fiche quoi. Je t'en remonterai Je lui pas, dis, mais ouais. attends, septembre à juin, on fait comment maintenant? Ouais. Et là, je lui dis, bah, je vais me débrouiller tout seul, je vais arrêter. Il me dit, ah, bah, non, tu peux lancer ta conciergerie, par contre, t'as pas le droit à la Haute-Savoie, parce que t'as une clause de non-concurrence et tout. Donc je me dis, mais c'est pas possible, je connaissais pas tout ça en fait, vraiment, j'ai découvert. Ouais, tu as découvert comme ça. Et du coup, j'ai trouvé un avocat sur Annemasse qui m'a dit, bah moi, je peux vous aider. Son contrat, je sais même pas qui c'est qui l'a rédigé, c'est pas vraiment un contrat. Donc il m'a aidé à sortir, j'ai jamais récupéré par contre les 5000 €. Ouais. Je lui ai dit, moi, c'est pas l'argent que je veux. C'était le prix de la leçon, Voilà, quoi. je veux être libre. Et puis c'est ok. Et du coup, c'est là où en 2023, j'ai Ouais. lancé Et là, tu lances la conciergerie. Ouais. en septembre 2023. Mais ça marche relativement rapidement quand même. Bah, très au début, vite. ça marche. Ça, Au début, tu galères à trouver ouais, des gens. parce que nous, on a je dû me se voir souviens. fin de l'année Ouais. 2023. Au début, tu galères, je me Ouais. souviens. Ouais. J'ai À eu trouver des 4-5 logements et encore, je sais même pas vraiment si j'en avais 4-5. Mais je galérais parce que pas le bon discours.
Moi, je venais encore une fois du bâtiment, donc je me mettais pas de polo, je mettais rien, j'étais allé en t-shirt, un jean, histoire d'avoir un jean, mais puis je sais pas, Chaussures de sécu. ouais, bah, presque en tout cas, mais on va dire des chaussures qui faisaient pas Avec bien la habillées. camionnette pourrie, tu vois, t'arrives chez des mecs. En plus, c'est vrai que vers chez toi, à frontière suisse, il y a quand même des gens Oui, voilà, ils qui ont ont facilement les moyens, quoi. Il y a un certain pouvoir d'achat. Mais et du qui coup, ont- voilà, on va dire, j'avais pas les codes, tout simplement. Ok. Et je me rappellerai toute ma vie ce premier client qui était lui aussi chirurgien dans le nucléaire, donc tout ce qui va être les cancers et tout. J'arrive en mode bon, Kevin naturel quoi. Et il me dit ok, vous faisiez quoi avant? Et là je lui dis bah j'étais maçon et je me suis jamais fait dévisager comme ça. Je lui dis j'étais maçon, il m'a regardé comme ça de haut en bas. Puis il a levé les yeux au ciel. Je lui dis mais ça veut dire quoi ça monsieur? Et puis là encore une fois voilà, l'aspect égo, Tu l'as faut rentrer dedans. Je l'ai frappé, du coup, j'ai pas eu le temps. Non pas du tout quand même, mais je lui dis mais ça veut dire quoi ce regard que vous me faites et tout? Il me dit bah de maçon maintenant à chef d'entreprise, il est bien le parcours. Et en gros je dis rien de trop. On continue de discuter de sa vie là. Et juste, je lui apporte 2-3 conseils là du côté maçonnerie. Je dis par contre, vous voyez, si on fait de la location courte durée, il faudrait peut-être refaire ce bout de truc. Je dis moi, si vous voulez, je sais bricoler un peu, je peux vous aider, ce sera peut-être pas trop cher et tout. Plus comme ça. Et en fait, c'est ce qu'il a validé sur le contrat qui l'a rassuré. Et c'est ce que après moi j'ai amené en force au client. Et je pense qu'il a beaucoup aidé. Les gens, je me présentais en mode bon, ok, j'ai une conciergerie. Donc au début, comme toute personne qui lance sa boîte, on ment beaucoup. Je leur disais que j'avais 30-40 logements lorsque j'en avais peut-être un signé. Donc j'apprenais au fur et à mesure des gens. Ouais. Voilà, de ce qu'ils me disaient en retour, de ce qu'ils attendaient, leurs attentes, tout ça. Et beaucoup en argument, je leur mettais, j'ai été maçon avant, chef de chantier, donc il se passera quoi que ce soit dans votre villa ou dans votre appartement. Ouais, ce sera Je géré, sais quoi. faire, s'il y a un problème au niveau d'un robinet, on n'appellera pas un plombier, c'est moi qui vais réparer. Vous embêtez Ouais, c'est vrai pas. que ça, c'est un bon argument commercial. Ouais. Bah, c'était la seule force que j'avais, de toute façon, je pouvais Ouais, pas ouais, inventer mais autre c'est chose. malin, c'est Je malin pouvais de pas dire penser, d'autre ouais. chose. Ok. Et donc je me suis rendu compte, ça les a assurés beaucoup. Des choses bêtes, mais dans la villa, par exemple, lui, il avait une chasse d'eau qui fonctionnait pas. Il m'a dit, ouais, il faut appeler un plombier, ça va encore coûter cher, ça va être encore un coût à 500, 600 euros, il va se déplacer et tout. Et je dis, non, mais c'est rien, ça coûte 25 euros, c'est peut-être en 20 minutes, c'est changé. Puis il m'a dit, ok, bah je l'achète, vous pouvez me le changer. Je dis oui. Et puis là, gratuitement, vu que c'est le lancement de la conciergerie, je fais beaucoup de choses gratuites au début. Ouais, bah ouais, comme nous, quand on a lancé la boîte, hein, Bah, tu, voilà. tu payes. Enfin, t'es pas sûr de toi, tu sais pas ce que tu vaux en termes de temps, et puis voilà, ça fait partie Tu du testes. jeu, tu testes. Ouais. De toute façon, je pense qu'il faut savoir donner pour recevoir derrière. Ouais, je suis Cette d'accord. phrase-là. Je me souviens, c'est toi qui faisais les ménages et Ouais, tout, quoi. ouais. Genre, t'étais quand même vraiment acharné, quoi. Tu De t'avais toute façon, vraiment envie que ça marche. jusqu'à 20 logements, c'était C'est toi qui faisais les sur ménages. moi, tous les lots de Putain, tout. c'est Rendez-vous beau. clients et ménages. Alors, il y a une particularité, c'est que t'as pas besoin de sommeil, du coup. Toi, Oui, j'ai de la chance. tu gagnes du temps par rapport à nous. Je dors 1 heure par jour. C'est Et vrai ça que- va. Du coup, ça va mieux maintenant, c'est ce que je dis à Charles. J'ai acheté Tu dors l'Apple 3 heures Watch. maintenant. Et là, sur une semaine, elle m'a dit votre moyenne, elle est de 3h39 de sommeil. Je dis bon, c'est bon, tout va bien alors apparemment. Gars, je dors 3h39, je suis sous la table là. Et puis après, j'ai commencé à de plus en plus déléguer. Après, Ouais, j'ai- t'as embauché un petit peu au fur et à mesure, c'est du ça, coup. voilà. Bah après, j'ai Presta externe pour les ménages, du coup. c'est ça. Et après, embauché, employé. Enfin, employé, d'abord, j'ai pris une presta externe en assistante de direction un peu, vers, je pense, 40 logements, Ok. qui m'a aidé un peu. Elle était un peu, on va dire, à 50%. Enfin, voilà, Ok. elle m'aidait quand elle pouvait et quand Ouais. j'avais besoin. Et après, j'ai vraiment embauché quelqu'un, je devais être autour des 50-60 logements. Là, ça commence à devenir une vraie société. C'est pas que Ouais, tu gères bah, 2-3 logements avec Mmh. 2-3 000 euros, quoi. Il faut que tu fasses les choses correctement. Parce que j'avais même pas de contrat. Le contrat que j'avais envoyé au propriétaire, vu que j'avais pas les moyens, c'était moi qui l'avais rédigé. Avec tout ce que Ok. je ferais sur internet, j'avais fait des copier-coller un peu de Ouais. tout. Je leur envoyais. Un petit mélange de Word trouvé à gauche à droite. Ouais, du coup, ça C'est vaut ça. pas grand chose en vrai. Non, ça vaut pas grand-chose, fait- voilà. ça rassure tout le monde, mais ça vaut pas grand chose. Bah, je l'ai compris une fois que les propriétaires, il y en a 2-3 qui m'ont dit bah non, paye pas. Je dis bah si, il y a un contrat, ils m'ont dit mais ton contrat il sert à rien. Ok. Parce que du merci. coup, les revenus, ils sont pas retenus sur les propriétaires. C'est C'est pas le genre, il reçoit les revenus dégrevés de Non. ta prestation, il reçoit tout et à la fin du mois, t'envoies une facture. J'ai envoyé une facture ouais, Ok. de décompte en disant vous avez reçu tant, vous me devez tant pour la gestion, tant de Ok. ces services-là. Et toi, tu prenais quoi 20% du coup des. Ouais, au tout début, je prenais 20%, Ok. comme tout le monde, parce qu'en fait, voilà, Ouais, c'est l'usage, voilà, ouais. je faisais le classique. Et après, là, Vraiment, de toute façon, et dans la maintenant, là, tu recherche, prends combien du coup non, 15%. Ok. Ah, tu prends moins, mais du coup, ouais, t'as un plus gros volume, quoi. Plus gros volume, c'est ce que je voulais viser de toute façon. En fait, je me suis dit 20% concrètement, je vais évoluer un peu comme tout le monde. Faut que je trouve une autre technique pour évoluer beaucoup plus vite, beaucoup plus Ouais, fort. du coup, un prix moins cher, Voilà. quoi, plus agressif. Prix moins cher, la qualité n'a pas baissé. Et puis en fait, les gens sont venus. Je m'attendais pas à autant en vrai. Alors il y avait des demandes en mode les gens sérieux et puis ceux qui m'appelaient Ouais, juste faire le pour me tri, dire quoi. pourquoi vous faites 15%. Ça veut dire que vous avez une qualité de merde, entre Ouais. guillemets, vous faites Ok. n'importe quoi. Bah, c'est l'objection, enfin, faut s'y Oui. attendre, tu vois, c'est quand même 25%, enfin, un quart de prix en moins par rapport aux autres. Ouais, non, Mais par contre, c'était smart parce que du coup, ça t'a permis de récupérer plein de logements que t'as gardé parce que t'as pas dégradé la qualité. tout à fait, ouais. Et tu fais combien de chiffre d'affaires là aujourd'hui par mois, par exemple, avec la Là, conciergerie le mois dernier, enfin le plus récent, on a Ouais. fait 120 000 euros de. Le chiffre d'affaires Ouais. Putain, c'est énorme. Ouais, c'est cool. Ouais. Le chiffre d'affaires de la conciergerie ou de Ah non, non, sur un location mois- de location. De Ah, de facture, location. de Ah ouais, facture, je croyais de la facture. conciergerie. Je Non, me non, dis, ok, de facture. facture. Ok. Vu que t'as fait quand même 2 ans de conciergerie, c'est quoi l'anecdote la plus folle en 2 ans de conciergerie? Parce que t'en as dû en voir beaucoup des choses. Le truc qui t'a marqué où tu te dis, voilà, c'est quand même une dinguerie, quoi.
Non, la première fois que j'ai compris qu'il pouvait y avoir des prostituées, ça m'a. Ah ouais, t'étais naïf, tu pensais Ah ouais. que... Bah non, mais en gros, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, les gens. En plus, c'est moi qui écrivais au début aux gens. Il n'y avait pas d'automatisation, il n'y avait personne qui répondait aux elle aime bien le logement, cette madame, elle revient tous les mois. Non, bah là, même pas, elle avait réservé le logement pendant, je sais plus de mémoire, peut-être une semaine et demie. Ok. Et je vais faire le ménage, du coup, vu que c'est moi qui faisais les ménages. Ok. Et là, je pense que même les distributeurs des pharmacies, ils avaient pas autant de capotes que ça dans le logement. C'est n'importe quoi. Et puis, bien sûr, avec tout ce qu'on trouve dans les drogues, des trucs comme ça et tout, je me suis dit, mais ils sont vraiment sérieux, les gens. Pas de pression. Entre les gens qui sont pas éduqués et qui vont faire leurs besoins à côté du toilette, en mode bon, ils s'en foutent. Et ils te rendent le logement comme ça. Je leur dis, mais c'est moi qui fais le ménage là. Oui, mais alors. Ah, ok. Vous êtes payé pour ça, monsieur? Tu peux laisser un commentaire aux voyageurs aussi. Oui, bah, de toute façon. Donc ça, tu le fais? On laisse le commentaire, mais. À chier à côté des toilettes, une étoile. non, mais de toute façon, on laisse les commentaires, mais les gens, ça les empêche pas de faire ce qu'ils ont fait à l'instant T. Supprime un compte, ils en recréent. C'est pas comme toi, l'annonce, tu peux pas la supprimer comme ça. Sinon, tu perds l'antériorité. Et puis, les commentaires, je trouve ça bien en soi, parce que voilà, ça fait l'historique sur les gens. Mais la personne, si ce qu'elle a fait à l'instant T, elle te l'a fait, quoi. Elle le fera pas aux autres, mais elle te l'a fait à toi quand même. Enfin, je veux dire. Et par contre, le fait d'avoir toi mis les mains dans la merde, on peut le dire, bah en fait, ça te permet aussi de déléguer d'une autre manière que de voir ça, tu sais, du haut de ta tour d'ivoire, dire vas-y, va faire le ménage, alors que toi, tu sais ce que c'est de l'avoir fait, tout ça. De toute façon, l'équipe de ménage, ils le disent. Hein. C'est pour ça qu'on a, je pense, enfin, je bois, mais à mon avis, les meilleures équipes de ménage de la région avec nous, parce que déjà, on négocie jamais leurs tarifs. Alors maintenant, je suis structuré avec des process, donc on a des grilles tarifaires qu'on leur dit avec des moyennes qu'on a fait pour tout le monde. Mais au début, la première équipe de ménage qui a bossé avec moi, jamais de la vie, je lui ai dit vous êtes trop cher. Et en parallèle de la conciergerie, du coup, tu continues à investir dans l'IMO ou tu te mets vraiment full conciergerie. Full De toute façon, j'avais pas. Gros, l'objectif, c'est de faire évoluer le plus rapidement possible ta boîte et t'avais pas le temps. Vous avez bien vu. Ouais, t'avais pas le temps, non, mais t'étais. Puis conciergerie, t'es tout le temps appelé, nuit, jour, pas ça, tu dors 3 heures par nuit, donc c'est bon, mais pour des gens comme nous, c'est chiant, quoi, 22 heures d'être appelé pour aller. Réparer ça m'a coupé la vie aussi bah ouais. Mais tu vois, c'est un truc qu'on a avec Charles, c'est que bah, du coup nous on est aussi entrepreneurs, mais j'ai pas eu cette sensation, tu vois, de me sacrifier, de sacrifier ma vie pendant 1 an, 2 ans. Enfin, je trouve que l'équilibre pro perso, moi, il s'est toujours fait assez naturellement. Toi, je trouve aussi que après vous êtes deux déjà, je pense ça aide aussi un peu. En fait, quand il y a un impératif et que vraiment toi t'es bloqué, tu peux compter sur l'autre. Et c'est aussi, je dirais quand même peut-être les deux premières années où ça arrivait beaucoup plus souvent de bosser le soir, de bosser le week-end, parce qu'en fait, là aussi, comme on était, tu sais, comme toi, tu faisais les ménages, nous, on était tous les deux, tu vois. Ouais. Donc, du coup, t'as personne d'autre à qui déléguer. J'ai l'impression que maintenant, tu vois, le fait de devoir bosser le soir ou de devoir c'est plus exceptionnel bosser le week-end, c'est ça, c'est ponctuel et c'est pas les mêmes missions non plus. Donc, mais comme toi, j'ai pas le truc de. Tu sais, t'entends des fois des entrepreneurs, tu vois, qui disent H24 pendant 2 ans, c'est hyper dur pendant très longtemps. Après, je pense qu'il y a attention de ce que les gens disent. Il y a un storytelling, ouais. Est-ce que tu leur demandes leur relevé de téléphone, par exemple, vas-y, montre-moi en mode ce que tu as fait, ou tu passes un week-end avec eux, hein. Enfin je veux dire, vous avez dû en voir, j'en ai vu aussi les gens quand je discute avec eux et qui me disent ah oui bah moi aussi de toute façon je dors 3 heures, je dis bon ok, puis le mec il va se coucher à 23 heures, le lendemain toi tu es levé à 4 heures du matin et puis lui il se réveille à 9 heures, tu dis attends mec, je crois que tu dormais 3 heures toi. Mais je récupère le week-end. Tu vois, donc en gros il faut faire attention aussi. Et on en revient au choix, c'est que avec le passé que t'as fait ces choix en pleine conscience. C'est pas juste en mode je me bute au travail et du coup j'ai oublié ce qu'il y avait autour et ça a explosé. C'était juste conscient de te dire c'est vers ça que j'ai envie d'orienter ma vie et je l'assume complètement. Et il y a des gens qui inversement ils veulent juste un boulot alimentaire qui leur prend pas trop de temps pour avoir un maximum de temps perso loisirs, entre guillemets. Mais c'est toujours quelle est la définition du travail en fait. Si l'activité professionnelle elle te plaît, en fait tu passes ta journée à faire quelque chose qui te plaît. Donc c'est mieux que de passer 7 heures derrière un bureau à faire un truc que tu détestes. Et tu le vois comment du coup l'après-conciergerie? Parce que là aujourd'hui t'as des salariés, j'espère que t'as un peu plus de temps pour toi, tu veux plus les ménages, etc. Tu vois quoi le après là? C'est quoi l'objectif? L'après vraiment ça serait, je sais pas, j'ai 2 options, soit de encore plus structurer la conciergerie, parce que maintenant je me rends compte que j'aime bien tout ce qui est process, structurer, faire des process. Ouais, en fait créer une boîte et une fois qu'elle marche, c'était plus trop la gestion, ça t'anime moins, c'est plutôt la création. Tout à fait, ouais. Okay. Plutôt développer, donc soit continuer à la faire développer, grossir et déléguer à 100%, que moi j'ai plus un nez à mettre dedans, juste à regarder les chiffres peut-être une fois tous les 2-3 mois, histoire d'accès si on doit réorienter. Ouais, plutôt les décisions stratégiques. Tout à fait, voilà. Ou alors juste de la vendre et pour lancer un autre business. Parce que vraiment je trouve que j'aime bien ce côté-là de lancer un business et de faire grossir, d'emmener à un endroit, d'avoir un but et puis voilà. Et là, si tu vendais la société, tu as une idée d'à peu près du montant que ça peut te générer? Je pense autour des, je sais pas, fourchette large, autour des 750 000, 1 million à mon avis. Ah, c'est ouf aussi parce que nous, ça, on fait de l'IMO, tu vois, donc on investit full IMO. Enfin,
non, via la foncière, mais on raisonnait que comme ça, en mode investir notre temps, c'est dans l'immobilier. Et en fait, tu te rends compte que monter des boîtes où alors, ça t'a pas rien coûté en temps, en énergie, etc. Mais financièrement, ça t'a pas coûté grand-chose en fait. Et que tu arrives quand même à faire des gaps. Du coup, en 2 ans, tu passes entre guillemets de 0 à 750 000 juste en ayant mis, guillemets évidemment, en ayant mis de l'énergie. C'est vrai que c'est aussi un moyen. Peut-être plein de gens qui disent ouais, j'ai pas d'argent, comment faire pour devenir riche entre guillemets. Et en fait, tu te rends compte que juste t'entreprends. Si tu mets le temps, si tu mets l'énergie et si tu mets un minimum d'intelligence, tu peux quand même faire quelque chose d'assez fou. Quoi. Surtout en France, je veux dire, il faut quand même être honnête. Avec le chômage, il y en a beaucoup qui le font. Alors, nous aussi, c'est le chômage qui nous a permis de créer notre boîte. Après, le problème, c'est pas un problème, mais encore une fois, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, ceux qui veulent en mode vivre one life et ceux qui veulent vivre en mode je construis mon parcours pour plus tard, en étant conscient comme moi, je suis conscient que demain tout peut s'arrêter. Peut-être que demain, je sors de là et je me fais foucher par une voiture et fauteuil roulant où je suis mort. Tant pis, au moins j'ai vécu ma vie pleinement et c'est cool. Et autant je vais vivre jusqu'à 90 ans. Donc en gros, je vis toujours avec ce truc-là. Et il y en a qui vont se dire, c'est pas grave, moi je peux mourir demain, je construis rien et je claque tout. C'est ça. Et en fait, entre-temps, en parallèle de la conciergerie, t'as full focus dessus ou t'as fait autre chose en immo? J'ai full sur la conciergerie. Ouais. Et là, début de l'année, j'ai relaxé un peu sur l'immo, l'investissement. Ouais. Du coup, j'ai acheté à l'étranger, j'ai acheté à Dubaï. Tu es allé combien de fois avant d'investir? Avant d'investir, la 3e fois je suis allé signer, donc 2 fois avant je suis allé. J'ai fait 2-3 visites, c'est tout, juste pour les quartiers un peu, pour voir ce qui me plaisait. Ce que j'allais dire, c'est comment tu choisis le quartier, parce que vu que tu connais rien, dans l'immobilier, ce qui est important, c'est on va dire l'emplacement et la géographie. Comment tu et puis avant ça, comment tu choisis Dubaï plutôt qu'ailleurs, plutôt que Londres, plutôt que la France? Au début, j'ai juste regardé en me disant quel pays est en train le plus d'évoluer et d'aller dans une tendance qui me plaira à moi. On écoute les gens, on veut développer plus gros, plus fort, plus vite, tout ça. Alors il y a tout, il y a à boire et à manger toujours pareil là-bas. J'ai hésité entre la Suisse ou Dubaï et concrètement je me suis dit la Suisse c'est cool mais je connais. J'avais pas de gros objectifs. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de grosses barrières à l'entrée en mode la langue. Les contrats je connais rien, c'est un autre pays, c'est pas du tout un pays européen ou la Suisse qui est quand même beaucoup axé sur tout ce qui est l'Europe et tout, ça marche quand même beaucoup, il y a beaucoup de choses qui marchent pareil. Et t'achètes un programme neuf là-bas du coup, c'est ça? Ouais, en fait Dubaï il marche, donc il y a beaucoup de construction, mais par contre on peut vendre tous les jours son logement. C'est pas comme en France où on se positionne et tant que c'est livré on peut pas revendre. Là on vend autant qu'on veut. Donc, moi je suis arrivé en ayant fait les visites, ça avait bien matché avec une agence immobilière de là-bas, et elle, je lui dis envoyez-moi les logements que vous avez dans tel tour. Parce que Dubaï, ils ont une application comme Le Bon Coin, tu te balades, mais vraiment c'est genre les Sims mais en version vraie. T'as une application, tu te balades, et tu as un bâtiment qui est là, et tu viens tu cliques sur ton application, le bâtiment, il y a un point rouge, tu cliques dessus, ça te dit les noms d'appartements qui sont à vendre, ceux qui ont été achetés, ceux qui sont loués, et tu peux faire ton étude du marché comme ça. Donc en fait, tu te balades, ce quartier-là, tu l'aimes bien, genre par exemple capture d'écran, tu dis ce bâtiment-là, il y a quoi à vendre, c'est quoi le prix du marché, et ça te fait tout, depuis le programme, la création, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Si le bâtiment a 10 ans, ça te dit tout sur 10 ans. Et tout ce qui est vendu là maintenant à 11h, à 11h c'est actualisé sur le truc. C'est pas comme en France où il y a 8 mois ou un an d'attente. Et t'as acheté, c'est quoi, c'est un T2 du coup T2 au 47e étage sur 70. R plus 47. Mais assez cool. Après, dans leur bâtiment, ils ont tout. Donc là, il y a salle de sport, cuisine partagée. Ouais, c'est des résidences de service quoi. C'est combien les charges de copro là-dedans? C'est même pas si cher que ça. Ça faisait à hauteur de. En gros, à l'année, ça fait un peu moins de 2000 € à l'année. Pour un loyer annuel de combien? En location? Ouais, pour le ramener au loyer, tu vas louer combien à peu près? Moi, après en courte durée, on est entre 45 et 55 000 €. Ouais. Oui, donc c'est négligeable. Ouais, non, c'est rien du tout. Et d'ailleurs, même ici, c'est 2 millions par an, t'as des copros où il y a le chauffage collectif. Moi, la frontière avec le chauffage, justement, et pourtant il n'y a pas de photovoltaïque, tout ça, je suis à 850 € tous les trimestres. C'est pas très cher. Non, franchement, c'est pas... Ils sont lissés sur énormément de gens, en fait. Ouais, puis les bâtiments salaires, peut-être bien peut-être pas les mêmes aussi, non plus, je sais pas. Enfin, j'imagine que peut-être que le salaire, ça va pas être le même que. Ça dépend toujours pareil pour les personnes et qui sait quoi. Moi, ça m'a choqué sur les amenities, ils appellent ça du coup. Donc tous les services qu'il y a en plus. Donc t'as sauna, jacuzzi, piscine extérieure, barbecue extérieur, cinéma plein air. Ouais, salle de sport. Salle de sport, classique, salle de yoga, salle de jeu. Donc t'as baby-foot, t'as billard, enfin t'as vraiment tout. C'est pas les résidences qu'on connaît en France quoi. Les charges, je pensais que c'était 1000 fois plus que ça, tu vois. Ok. Et tu l'achètes dans l'optique, là, c'est pour faire de la location courte durée. Il n'y a pas, comme en France, les délais très longs. Le notaire, là, ce qu'ils appellent le notaire, le DLD, j'y suis allé, vraiment, pour moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce sketch? Tu arrives dans un couloir, une pièce, avec des fauteuils, tu t'assois, enfin, classique. Et là, ils sont avec, mais vraiment, genre détendus. Pourtant, c'était quand même un achat à 400 000 €, quoi, donc c'est pas rien non plus. Et avec un post-it, la dame, elle avait, parce que c'était une femme, là. Post-it, elle me tourne, elle me dit, OK for you? Genre le montant, je dis OK. Elle me tourne un trackpad, elle me dit en gros signer comme votre passeport. Je signe, elle me dit OK bye. 3 minutes top chrono. Et donc là, t'es propriétaire. Ouais, propriétaire et tu sors de leur bureau, mais vraiment comme là avec la porte. Tu ouvres la porte et tu reçois un mail avec ton acte de propriété. C'est pas comme en France où ça arrive. C'est-à-dire que là-bas, tu peux faire ce qu'on n'a plus le droit de faire en France en marchand,
où le marchand de biens il a pas le droit de revendre des promesses. Par le passé c'était ça en fait. Ils Là, trouvaient un bon deal et juste ils revendaient leurs promesses à quelqu'un d'autre en faisant moins de marge, mais ils ont sorti aucun argent ni rien. Tu peux faire ça là-bas. Là-bas, tu peux le faire et tu peux même le faire en mode, vu que tout est rapide. Si tu as le cash, demain j'ai envie de vendre mon appartement, tu as le cash, je te le vends là à midi et toi tu peux le revendre le lendemain matin. Il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas cette notion de promesse, donc tu peux pas revendre la promesse. Il n'y a pas d'avant-contrat. Tu peux te positionner, mais pour bloquer le logement, il faut que tu verses un pourcentage. Ok, ouais, mais pas forcément la totalité. Ah non, pas du tout. Ok, mais en tout cas, les transacts, un bien peut changer 50 fois de propriétaire dans l'année. Ah oui, largement. Ouais. T'as pas de délai comme chez nous où t'as du coup la DIA, ce genre de choses. Là-bas, en fait, t'as rien. Après, vu qu'en fait, tout est libre en instantané. Ah, okay. Tu vois qui c'est qui a acheté, qui c'est qui a vendu, tu as toutes les infos en instanté. T'as pas besoin que le notaire aille faire une recherche de est-ce que ça appartient bien à lui ou à Pierre ou à Paul ou à Jacques. Parce que tout est tracé, tout est libre. Tu fais un financement bancaire là-dessus ou t'achètes Non, j'ai acheté cash. T'as acheté cash comme ça. Ok. Du coup, l'objectif, ça va être fin d'année, c'est ça? Donc là, on est, normalement, il est libre en octobre décembre, 2025. Là, en décembre, tu l'as. Et après, tu le mets en Airbnb, tu le passes par une conciergerie ou du coup je vais tester avec une conciergerie justement, ce serait ça le plus. C'est bien. Tu leur dis que toi, t'étais une conciergerie ou pas? Non, je leur dis pas justement. Mais je vais leur donner en mode conciergerie, je vais voir. Parce que toutes les infos que j'ai eues avant d'avoir cette idée-là, ils me disent tous qu'en gros, c'est pas géré du tout en mode européen. C'est un peu en mode géré, bon, ok, vas-y. Tu veux louer, vas-y, prends le logement, on verra. En fait, ils marchent beaucoup à la confiance. Pas comme nous, il n'y a pas vraiment de process en face. Donc je m'étais dit, je vais tester. Si ça marche vraiment bien, comme l'étude du marché que je me suis fait, j'ouvre une conciergerie là-bas. Donc en fait, c'est un investissement locatif / un peu pied à terre pour éventuellement développer un business là-bas. Avec en gros, me garder une porte. Une porte là-bas pour tester. Est-ce que dans 2 ans, tu habites dans cet appartement et tu as 300 lots à Dubaï en gestion? Peut-être, voilà. Objectif, peut-être. Ouais. On refera un podcast et je vous dirai voilà. Non, on viendra te voir, tu vois. On fera ça. Mais tu vois, dans cette période-là, quand il fait pas beau, tu vois, ici, ça me va très bien. Pour revenir en France, parce que par contre, tu continues en France, tu fais du coup des opérations de marchand de biens, c'est ça? Avec des associés. Tout à fait, ouais. Voilà. T'as commencé quand ça, en parallèle de la conciergerie, à faire ça? Le marchand de biens a commencé l'année dernière. Moi, entre-temps, l'année dernière, début de l'année dernière, j'ai ouvert une société d'agencement, rénovation. Toujours pareil pour me rappeler un peu le bâtiment, la maçonnerie et tout. Parce qu'il y a une grosse demande, il y a beaucoup de propriétaires qui nous disaient j'ai un logement, mais je sors d'une location classique. J'ai pas les meubles ou la peinture, elle a 20 ans. La salle de bain, c'était une baignoire, mais une vieille avec des gros carreaux roses ou des poissons dessus, des choses comme ça. Donc j'ai créé cette société-là au lieu de l'envoyer à d'autres prestataires. Ah, c'est malin, c'est assez complémentaire en fait. Genre tu peux limite rentrer par l'aménagement, par l'agencement et après du coup faire la conciergerie. C'est le but. Et ça peut faire aussi dans l'autre sens. Ouais. En fait, dans les deux sens, et le marchand de biens aussi. Quand on va revendre à des gens, il y en a qui vont dire moi c'est de l'investissement, vous n'avez pas une conciergerie. On se dit si. La rénovation pareil, la conciergerie dès qu'elle a besoin pour un propriétaire. Je sais pas, souvent on a des propriétaires qui ont donné un logement pas ouf et au bout de 5-6 mois qu'ils ont rentré du cash, qu'ils ont confiance au Airbnb. Ils vont nous dire est-ce que vous connaissez une société qui pourrait rénover ci ou ça? Dans ce cas-là, on leur dit oui. Il y a agencement Léman, go, on y va. Quand tu dis agencement, ça fait un peu penser, tu vois, cuisine sur mesure ou ameublement, mais en fait, c'est tout corps d'état. Maintenant, c'est corps d'état. Quand je l'ai ouvert, c'était vraiment full que cuisine. Je me suis rendu compte qu'une cuisine classique de 4-5 mètres, genre une cuisine là, elle est annoncée à 12-15 000 euros. Et que moi, en faisant de la cuisine investisseur, brico-dépôt, les choses comme ça, en mode pas bas de gamme brico-dépôt, genre milieu de gamme tout simplement, on tombait avec ma main-d'œuvre dessus à entre 4 et 6 000 euros. Donc j'ai commencé à faire un devis pour un propriétaire, il me dit mais vous êtes vraiment pas cher. Je lui dis attends, bouge pas si tu veux, je t'augmente, il n'y a pas de souci. Attends, je te mets à x2. Puis après, les gens, vu que je leur disais que j'étais maçon, vous pouvez pas faire une partie du carrelage là, ou pas me changer la douche ou autre. Donc j'ai envoyé à d'autres prestataires. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas tout faire en interne. Sacré parcours quand même. T'es passé de bon à rien à l'école à chef d'entreprise de plusieurs sociétés. Non, franchement, c'est top. Ouais. Ce qui te motive, on l'a compris, c'est suite à ton accident, tu t'es dit, je vais vivre ma vie à fond et ta vie, elle passe beaucoup par le travail et le plaisir de développer. Mais c'est quoi ta vision dans 5 ans, tu te vois comment? Dans 10 ans, tu te vois comment? Enfin, moi, c'est une question que j'aime bien me poser parfois. Tu veux savoir si dans 10 ans, j'aurai toujours autant de niaque ou j'aurai envie peut-être de profiter. Toi, tu te vois comment? T'as une idée un peu? Moi, je pense que je me vois vraiment en mode, continuer de faire ce que je fais, mais à plus grosse échelle. Mais tout en me... C'est pour ça que la conciergerie, j'aimerais bien vraiment déléguer. Ouais. Parce que je me rends compte que même le week-end, je n'ai pas de week-end. Alors, je dis pas, même si demain, j'aurais full mon week-end, je bosserais parce que j'aime bien ça ça me drive et tout. Mais par contre, je ne devrais pas gérer de problème. Okay. Donc vraiment, plus tard, je me verrais bien juste développer des boîtes, faire de nouveaux business, connaître de nouvelles choses. J'aimerais bien avoir toujours ce même mindset que j'ai fait pour Dubaï, par exemple. Me dire, je connais rien du tout. À gauche, je me jette dans la fosse. Okay. Maintenant, je vais apprendre sur le tas. Ouais, cette envie d'apprendre et cette soif d'entreprendre. Quoi. De pas être dans le confort tout le temps. Okay. Et de vraiment continuer comme ça. Mais pour autant, pas être en réaction aux petits problèmes du quotidien. Non, ça, c'est des choses t'as pas de valeur ajoutée à les résoudre, quoi.
Toi, t'as un truc qui est intéressant avec les tâches A, B, C, D. Toi, tu vas jusqu'à D ou Ouais, pas c'est D, ouais. A, B, C, D, en gros, tu vois, dans ta journée, tu cartographies les tâches qui sont A, donc les tâches qui ont une grosse valeur ajoutée, et les tâches D, les tâches, tu vas faire du ménage. Quelqu'un d'autre peut le faire. T'as pas besoin d'avoir fait énormément d'études ou alors d'avoir énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat pour faire cette tâche-là. Et en gros, il faut faire le point et sur ta semaine, tu regardes les tâches que tu fais et il faut essayer de faire le plus de tâches A possible, quoi. J'avoue, j'ai jamais fait ça. Tu vois, imaginons pour nous, ça va être aller visiter un immeuble, aller chez le notaire, aller à la banque. D, ça va être des choses que pour le coup on fait pas, tu vois, faire le ménage dans les parties communes, faire des choses comme ça. C, ça serait limite faire des travaux, tu vois, parce que c'est du temps, mais tu le récupères quand même en argent, machin, économie, un peu plus que sur les ménages, mais on le fait pas non plus. Et B, ça va être l'intermédiaire, tu vois, le petit administratif, les trucs du quotidien qu'on fait encore, parce qu'on n'a pas d'emploi entre guillemets improductif. Et en fait, ce qui est marrant, enfin, tu vas me dire si tu partages le constat, mais moi les journées où genre je me dis la journée c'était que du A, en fait c'est une journée que t'as pas perçue comme étant productive parce que les mails ils s'accumulent, les WhatsApp on répond pas, et t'as des tâches, en fait la to-do elle augmente alors que t'as l'impression d'avoir été productif quand la to-do elle descend, mais oui t'as été productif, mais est-ce que t'as créé de la valeur? Pas forcément. Alors que les jours où tu vas faire du A, où en fait tu vas juste tu vas rencontrer des gens, aller manger, aller à un événement, t'as pas visité un immeuble de plus, mais par contre peut-être que t'as rencontré des gens avec qui ça fait beaucoup plus que d'avoir visité un immeuble, mais t'as pas cette perception en fait, t'as la perception d'avoir laissé des trucs sur le côté, quoi. Ouais, c'est vrai, ça fait exactement pareil. Surtout que moi je suis quelqu'un, tu sais, j'aime mes mails, il faut que ils soient faits au fil de l'eau, enfin tu vois, genre si j'ai 3 mails en retard, je suis pas bien, mais genre tu sais le soir je peux pas me coucher avec 3 mails, genre je vais travailler le soir pour le lendemain me repartir à zéro entre guillemets. Ouvre une conciergerie, t'arriveras à gérer te coucher avec des messages non lus. Ouais, mais tu sais, franchement c'est un truc, ça me stresse vraiment, tu vois. Des fois du coup je me dis même si c'est du C ou du D, je préfère le torcher et le faire que de le laisser pour faire peut-être des fois autre chose, et ça c'est pas, c'est une critique que je me fais, et ça j'ai ce sentiment là, il faut arriver à trouver le compromis, quoi. Je suis d'accord, moi c'est vraiment pour ça que ce que je disais tout à l'heure, j'aime vraiment bien ce côté là de développer, parce que je me rends compte du coup que j'arrive plus à me cadrer dans les journées, à cadrer ce que je dois réellement faire, et mettre aussi un temps en face, parce qu'au début quand c'était full que la conciergerie, j'avais des tâches à faire et je savais même pas dire si cette tâche là devait me prendre une demi-heure ou 1 heure, parce que du coup il y avait que cette boîte là, et maintenant qu'il y a plusieurs boîtes je me dis non mais attends, en fait celle-ci elle doit pas durer 2 heures, en 1 heure elle peut être faite, juste je coupe le téléphone à ce moment là et après je me mets sur telle boîte, et vraiment à plus quadriller comme ça. Alors je dis pas que c'est parfait, c'est loin de là encore, mais c'est un arbitrage permanent, et le A d'aujourd'hui c'est le C de demain. Le but c'est d'évoluer, donc de toute façon normalement. Franchement, parcours incroyable. Tu vois, on se connaissait quand même un peu, mais j'avais pas tout ça en tête. Ça calme, hein. Ouais, ça calme, ouais. Non, on avait dit sur la chaîne qu'on aurait des gens inspirants. Aujourd'hui, t'en fais vraiment partie. Et c'est gentil. Parcours est ouf, quoi. J'ai hâte de te voir dans un an. Peut-être on se verra avant quand même, mais dans un an, on refasse un point ensemble. Avec plaisir. Il sera à Dubaï, dans sa tour. Il aura acheté son R plus 47. Vous serez là aussi, on fera un podcast sur le balcon. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça serait bien, il fera moins froid qu'aujourd'hui. T'avais une question à la fin, toi, Charles? Tu voulais finir par une question? J'ai une petite dernière question, alors qui est peut-être dure à préparer en live. Je réfléchissais à un truc qu'on avait parlé avec Félix. Warren Buffett, il te dit que, en gros, pour savoir comment gagner de l'argent à coup sûr en bourse, il suffit de savoir comment en perdre. C'est-à-dire, si t'es capable de prédire quelle action va baisser, tu la short et puis t'as gagné de l'argent. Mais du coup, on s'est rendu compte que ça, c'était pas vrai dans tous les domaines de l'investissement. Et du coup, ma question, c'est, si on te donne le défi de trouver un investissement pour perdre le maximum d'argent, lequel ce serait? Casino. Non. Vas-y, tu sais pourquoi? Parce que t'as 47% de chance de gagner. Ouais. Donc on a commencé par ça, on a eu le même réflexe. Moi j'aurais dit acheter des voitures. T'as quasiment une chance sur 2 de perdre. Neuve, ouais, mais après... Là tu vas perdre 20 ou 30%. Moi je pense que tu mets en gage ta maison, les choses comme ça. En gros, on en était venu à la conclusion, et c'est marrant parce que c'est un peu la même chose que sur la bourse, c'est que pour gagner vite, à notre sens, le mieux c'est l'immobilier locatif à crédit, et en fait pour être sûr de perdre beaucoup et rapidement, c'est aussi l'immobilier locatif à crédit, parce qu'en fait il n'y a personne qui va t'empêcher d'acheter un immeuble super cher, t'as mis 10 000 euros sur, ou je sais pas, 100 000, tu vois, imaginons sur un immeuble que t'as acheté 1 million, s'il en vaut 700, t'as perdu déjà 3 fois ta mise jour 1, tu vois. Ouais. Et si en plus tu fais des travaux, parce qu'on a continué le raisonnement, tu fais mal tes travaux, tu te fais arnaquer, on te pique un acompte, et puis du coup tu loues pas, et pendant ce temps ton crédit il tourne, et en fait le meilleur ascenseur social, c'est aussi le pire investissement qui puisse être si jamais il est vraiment mal exécuté. C'est vrai que mal faire du marchand de biens, tu peux très très vite te faire très mal. En fait, là où tu as un engagement en fait, ou des garanties perso, je pense que là, c'est là où tu peux tout perdre, quoi. Bon, merci beaucoup pour ta participation. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci à toi, et puis tu reviens nous voir quand tu veux. Dans un an, c'est bon. Allez, vendu. Puis, espérons que vous avez pris une bonne leçon de vie. Si vous étiez en train de vous plaindre, vous pouvez arrêter immédiatement et retourner au travail. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On est une chaîne naissante, donc on les lit tous. Et si vous avez des suggestions, on en tiendra compte dans les futurs contenus. À bientôt, bonne journée.